un art de vivre, une seconde à la fois, un choix à la fois, un pas à la fois. La vie s'écoule comme le sang dans nos veines ou comme les grains de sable dans un sablier du temps. On sait plus ou moins quand elle a commencé et on ne sait pas exactement à quel moment elle s'achèvera. Et le bonheur dans tout ça. Pour certains, c'est une utopie, un doux rêve qu'on essaye d'éviter ou au contraire un espoir qui ne sera jamais concrétisé, mais après lequel il faut continuer à courir, comme si c'était un mot trop grand, trop lisse, trop inaccessible. Et puis, il y a d'autres personnes qu'on entend souvent dire, le bonheur, c'est pas une destination, c'est le voyage. Donc, si le bonheur n'est pas un objectif à atteindre, mais une façon de marcher, un art à développer, quel est-il? Tu sais ce que j'ai remarqué? Personne n'a exactement la même vision du bonheur que quelqu'un d'autre. J'ai interrogé plusieurs thérapeutes et praticiens du bien-être autour de la question du bonheur dans un autre podcast qui s'appelle La Chronique du bonheur. Et en fait, chaque personne a sa propre perception, sa propre définition du bonheur. Et qu'il soit difficilement définissable, inaccessible, invivable ou incontournable, eh bien, quand on parle du bonheur, on se rend compte que personne n'y est indifférent. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources, sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, j'ai envie de t'emmener à la racine, te raconter pourquoi ce podcast s'appelle Le bonheur à la vie, à la mort. Tout simplement parce que le bonheur est pour moi un fil conducteur autant qu'un choix. Et surtout, en quoi il est à la fois impérieux, possible et infiniment personnel. Tout au long de notre vie, nous avons l'opportunité de nous connecter au bonheur, en respectant notre rythme selon nos conditions, à travers les différentes expériences de vie, qu'elles soient agréables ou non. La vie et la mort sont des espaces-temps inhérents à notre dimension humaine. Rien n'est linéaire, même si on a l'impression que la course du temps l'est. Notre perception de celui-ci dépend complètement de nos occupations pendant qu'il passe. On a tendance d'ailleurs à davantage retenir ce qui s'est mal passé de ce qui s'est bien passé. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, notre cerveau cherche à nous protéger de la douleur, de la souffrance, de l'altération de notre intégrité et de la mort. Le changement est associé à la mort d'une partie de nous parce que tout changement équivaut à l'altération de notre intégrité. Or, le changement, on en a besoin autant qu'on le craint. Le seul moment où on arrête de changer, c'est après la mort en fait. Durant notre vie, on a plusieurs options pour vivre ce changement. Et en général, soit on le provoque, soit on le subit. Décider d'aller vers le bonheur, c'est opter pour un point de mire et ajuster sa trajectoire au fil de l'eau en renouvelant ou en changeant nos choix quand c'est nécessaire. Le bonheur, c'est pas un objectif figé ou un prix à gagner à la fin du parcours. D'ailleurs, celles et ceux qui passent leur temps à attendre un plus tard, le prochain week-end, les prochaines vacances, quand les enfants seront grands, quand on sera à la retraite, etc., quand on aura fini de payer notre prêt, eh bien en fait, ils finissent la plupart du temps sur leur lit de mort avec bien plus de regrets de ne pas avoir assez vécu que de remords de trop d'expérience. Le bonheur, c'est une fréquence, un état mouvant, accessible tant qu'on est vivant ou vivante. Et rien n'est figé, parce que la vie est faite de cycles, de perceptions, de transformations. La vie ne suit pas une ligne droite. Elle est faite de saisons internes. Et nous ne sommes pas enfermés dans notre réalité, mais en fonction des filtres que nous y appliquons, nous verrons ou pas les options pour la modifier. On dit en créole, ça qui passe, ça ou pas savent, grand passé. On dit en créole, ça ou pas savent, grand passé. Ça signifie que ce que tu ignores est plus grand que toi. Tant qu'on est en vie, on a accès au bonheur. C'est ce que je crois vrai, même si certaines personnes diraient aisément le contraire. Ce n'est pas une vérité absolue.
La façon dont on expérimente la vie est conditionnée par notre perception de celle-ci. Cela signifie qu'en fonction de notre référentiel de base à l'instant T, un même événement peut être vécu comme agréable ou désagréable, validé ou à proscrire. Et les émotions ressenties à ce moment-là sont des mécanismes de régulation. Elles nous donnent des informations sur la façon dont on vit cette situation et sur nos besoins pour mieux nous sentir. Elles ne sont pas des fautes, ni des erreurs à corriger. D'accord? Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le signaler en commentaire pour que j'en parle dans une autre capsule. En tant que formatrice en intelligence émotionnelle, j'ai aussi toute une formation disponible à ce sujet sur mon site internet victoriaportebonheur.com. Mais revenons à notre référentiel interne qui filtre notre perception de la réalité. Ce référentiel peut évoluer dans un sens comme dans l'autre à partir de ce qu'on apprend comme nouvelle information et de nos décisions. Il arrive que nous ayons des envies qui nous prennent aux tripes tellement c'est puissant, même si ça va à l'encontre de nos croyances. Je rappelle que les croyances sont des affirmations qu'on considère comme vraies. Et dans ce cas-là, en fait, il y a deux options. Soit on ignore ces envies, on tente de les étouffer jusqu'à ce que ça nous mange les tripes littéralement pour s'imposer. Ça se traduit généralement par un accident de la vie, une maladie, une rupture, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Et en fait, on a aussi le choix de les écouter et quand on les écoute, on se retrouve à remettre en question nos anciens systèmes, notre référentiel. On va le modifier pour qu'il devienne un support pour la concrétisation de ces envies. Et dans le cas où on s'autorise à écouter ces envies, elles nous amènent à rencontrer des personnes directement ou indirectement, comme par exemple à travers la découverte d'une vidéo, la lecture d'un livre, l'écoute d'un podcast, qui nous proposent une vision différente de la nôtre. Ce que ces personnes amènent de nouveau comme exemple, comme réflexion, va passer par notre système de digestion mentale. On va vérifier ce qui est OK pour nous et l'assimiler et on va le distinguer du reste. Pas forcément pour le rejeter d'emblée, mais le reste, on va le tenir entre guillemets à distance, le temps de devenir une personne capable d'appréhender les notions trop étrangères à notre système actuel. Certaines personnes ont besoin d'ailleurs de cette phase de rejet parce que ça fait partie du processus naturel de croissance qu'on observe même chez les jeunes enfants, notamment avec la phase du non. D'accord? Donc, c'est pas dramatique d'avoir en face de nous des personnes qui sont pas d'accord avec nous. Et toi aussi d'ailleurs, toi qui m'écoutes, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je te partage dans ce podcast. Le changement, il implique un deuil d'une part de nous, parce que cette part qui est ciblée par le changement, elle va devenir différente. Et donc du coup, il va y avoir une phase d'acceptation de cette différence. Mais ne pas changer parfois, c'est aussi mourir à soi lentement. Aux personnes qui pensent que changer d'avis, c'est un signe d'instabilité chronique et que c'est une erreur monumentale, je vais vous dire que c'est pas parce que le gars qui a dit: «Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis» ne voulait pas passer pour un imbécile, donc il a changé d'avis et il a dit: «Il n'y a que les imbéciles qui changent d'avis» et puis après il n'a plus jamais changé d'avis. Merci monsieur Devos, n'est-ce pas? Et mais en fait, il est important de pouvoir adapter, de pouvoir prendre des décisions vis-à-vis des informations qui se présentent à nous. Et d'ailleurs, le doute, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est l'opportunité de renouveler notre choix et d'exercer le libre arbitre. D'ailleurs, je dirais qu'il est important de distinguer la rigidité de la solidité. Quand on est rigide, quand on est trop rigide, le changement qui est inévitable, si jamais on se base sur le fait que les seules constantes de la vie sont le changement et la mort, le changement, quand il débarque, il provoque de grands fracas dans notre vie, comme un chêne qui se fend en deux sous le coup de la foudre ou comme un glaçon qu'on brise pour le faire rentrer dans un verre. Et ensuite, en fait, ramasser les morceaux pour se reconstruire, c'est aussi douloureux qu'on a passé du temps à se durcir. Donc, on peut être solide et être souple. C'est important de distinguer les deux. Et
On peut s'adapter quand on estime que c'est OK pour nous d'aller dans cette direction-là. Tant qu'on respire, on peut se transformer et on peut modifier sa vie. D'accord? L'idée, c'est d'apprendre, entre guillemets, à danser avec la vie avec une certaine souplesse. Évidemment, l'excès entoure-nuit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la suradaptation qui équivaut à la négation de soi au service de la pression extérieure, mais si là aussi c'est un sujet qui t'intéresse, tu n'hésites pas à me le signaler en commentaire et je l'aborderai une autre fois. Quand on change, on peut avoir l'impression qu'on est en train de trahir notre ancien moi. Et techniquement, c'est un peu ce qui se passe. Parce que oui, notre ancien moi nous a permis de survivre jusqu'ici. Et maintenant, on décide qu'il faudra faire différemment. Donc, si jamais on y va en mode, comme je change, je considère que je dois faire table rase du passé, que tout ce qui était présent avant est obsolète. Et en fait, on va créer une résistance interne qu'on appelle la résistance au changement, parce que oui, on fait différemment, mais en fait, si on est en mesure de le faire maintenant, c'est justement parce qu'il y a eu ce avant. Donc, si jamais tu sens une certaine crispation à changer, quand ça se présente à toi, je t'invite à remercier ce qui a été et ce qui t'a permis d'arriver à cette nouvelle étape d'évolution, plutôt qu'à le renier ou à le comparer avec ce vers quoi tu choisis désormais de te diriger. Et c'est valable pour tout, pour les relations, pour le boulot, pour le lieu de vie, pour l'hygiène de vie, etc. Dire merci, ça abaisse la résistance au changement et ça apaise, entre guillemets, ton système. À la vie, à la mort, c'est dire que le bonheur peut se vivre en traversée, en crise, en joie, en renaissance. Le titre qu'évoque le bonheur à la vie, à la mort, c'est cette continuité entre nos instants de vie et nos cycles de transformation. Encore une fois, il n'est pas question de véhiculer des vérités absolues ni des injonctions à te rajouter pour te dire il faut que tu fasses comme ceci ou comme cela. Ici, c'est un espace où je te partage mes réflexions sur un sujet qui, malgré moi, m'accompagne depuis que je suis née. Parce qu'après tout, un bonheur, c'est mon nom de famille. Donc, le bonheur peut cohabiter avec la peine, avec la crispation. Et on verra dans une autre bulle de réflexion comment s'autoriser à les reconnaître et les ressentir peut nous guider vers le mieux-être. Mais le bonheur, c'est pas un luxe. C'est un engagement envers soi-même, un engagement de soi à soi. Tout simplement parce que personne d'autre que nous ne peut vivre notre vie à notre place. Alors, s'il vous plaît, ne faisons pas comme le glycéria, n'attendons pas que tout soit parfait pour nous ouvrir à la vie. Personnellement, j'ai décidé que la vie mérite ma présence, même si j'étais un peu cabossée. Pour moi, le bonheur peut s'atteindre à travers 6 composantes principales. Le libre arbitre, la créativité, l'harmonie, le rayonnement, l'abondance et la libération. Le libre arbitre, c'est la souveraineté intérieure. Selon moi, c'est la base du bonheur. Le pouvoir de choisir, de dire oui ou non, ou pas maintenant. Parce que sans libre arbitre, en fait, il n'y a pas de joie durable. Il y a du conformisme, de la résiliation, de la rébellion peut-être, voire même de la culpabilité, mais pas de positionnement personnel vis-à-vis de ce qu'on veut. Et pour moi, c'est ce qui fait que le bonheur est vécu comme un acte actif et non comme une récompense extérieure. Le bonheur commence là où je cesse d'être spectateur ou spectatrice de ma vie. Et le libre arbitre, c'est le pouvoir de choisir, de décider pour soi-même, même si on fait un micro-choix. Et d'ailleurs, quand on ne choisit pas, c'est aussi un choix. Quand je choisis, je crée un espace de sécurité intérieure. La créativité, c'est la capacité de transformer. Le bonheur ne peut pas survivre dans la répétition stérile. Il a besoin de mouvement, il a besoin de jeu, il a besoin d'invention. Être heureux ou heureuse, c'est pouvoir créer à partir de ce qui est, un ressenti, une idée, une matière, une relation. C'est la preuve d'une vitalité intérieure, de notre liberté à réécrire, à réenchanter ou à réajuster. Créer, c'est respirer avec l'univers. Transformer, adapter, inventer, remodeler le quotidien. Et la créativité, mais en fait, selon moi, ça rend la vie plus digeste.
L'harmonie, quant à elle, c'est l'alignement sensible. C'est le moment où les différentes parties de soi, émotions, pensées, corps et actions, vibrent ensemble. Elle ne veut pas dire perfection ou absence de chaos, mais elle implique une certaine cohérence ressentie. C'est ce qui apaise, qui stabilise et qui ancre le bonheur dans une forme durable. Le bonheur a besoin d'un terrain d'accueil et l'harmonie en est le socle. Chercher l'alignement, sans chercher la perfection, permet de ressentir quand tout fait sens. Et l'harmonie, c'est le silence joyeux entre deux battements, selon moi. Le rayonnement, quant à lui, c'est la joie d'être vu dans sa vérité. Quand on rayonne, on ne prouve rien. On partage ce qu'on est. C'est un élan naturel, sans défense, sans combat. Le bonheur, pour s'amplifier, il a besoin d'expression, de transmission, de lien. D'ailleurs, la joie, c'est l'émotion qui invite à continuer à créer du lien. Et rayonner, en fait, c'est permettre aux autres de se sentir capables de d'être en lumière aussi. Rayonner, ce n'est pas briller pour les autres, c'est éclairer son propre chemin et éventuellement le leur par ricochet. Ça permet de partager sa lumière sans se justifier et oser dire, en fait, je suis là. Et d'ailleurs, je te remercie d'être là parce que le monde a besoin de ta présence. Rayonner, ce n'est pas dominer, c'est donner à l'autre l'opportunité de se sentir inspiré par notre contact. Quant à l'abondance, en fait, l'abondance, c'est la conscience de ce qui est déjà là, en fait. Le bonheur devient réel quand on reconnaît ce qu'on a, ce qu'on vit, ce qu'on est. Ce n'est pas l'accumulation, mais c'est l'ouverture du regard. Voir l'or, le diamant qui est dans le présent. Et c'est ce qui change la fréquence. On passe du manque à la gratitude, de la peur à la confiance. L'abondance, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on perçoit avec le cœur ouvert. Et voir ce qui est déjà là, vivre dans l'ouverture, ça permet d'avoir la posture d'abondance, sans pour autant être obligé de stocker des choses dont on aura potentiellement besoin jamais. Et pour finir, parlons de la libération. La libération, c'est la capacité à laisser mourir. Toujours une question de vie ou de mort dans dans ce podcast. Notre vie stagne quand on refuse de lâcher ce qui n'est plus pour nous. Et c'est autant d'espace occupé parce qu'on ne veut plus au détriment de la place qu'on aimerait allouer à notre bonheur. Se libérer, ce n'est pas fuir, c'est honorer, remercier et passer à la suite. Quand tu passes de la cuisine au salon ou du salon à la chambre, tu ne t'attends pas à ce que tu aies un orteil qui reste dans la cuisine pour s'y en-cas. Tu vas revenir dans la cuisine si jamais tu as besoin, mais quand tu es dans la chambre, tu es pleinement dans la chambre, en fait. Donc, libérer, c'est aussi donner de la place au vivant, à la nouveauté, voire même à l'amour qui respire. Et le bonheur a besoin de cet espace-là. Quand tu libères, tu fertilises l'espace pour un futur dont tu es déjà porteur ou porteuse. Et ça permet de lâcher ce qui t'encombre pour faire de la place. Libérer, c'est respecter la vie qui veut circuler en toi. Ces 6 composantes forment un chemin circulaire où je choisis avec le libre arbitre, je transforme avec la créativité, je m'aligne avec l'harmonie, je partage avec le rayonnement, je reçois avec l'abondance et je renouvelle avec la libération. Pour moi, ces 6 composantes, elles incarnent à la fois des états intérieurs, des postures de vie et des leviers de transformation. Et surtout, elles ne s'opposent pas aux épreuves de la vie, elles nous offrent une manière plus fluide, plus juste de traverser ce qui est à vivre. Et je crois que le bonheur, c'est comme un compagnon plus ou moins discret. Il ne fait pas forcément beaucoup de bruit, mais il nous appelle intensément et il se choisit à la vie, à la mort. Merci,
Merci encore d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et puis si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre aussi dans les commentaires. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur. Parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources, sans se renier, sans s'ignorer. À bientôt!